Rebonjour à tous. Comme je le disais, EPSA, Cross Knowledge et GoFluent s'associent aujourd'hui pour vous présenter l'importance du développement des compétences critiques comme levier de recrutement, de rétention des talents et de croissance des entreprises. Et pour ce faire, voici nos 3 intervenants. Alexis, si tu es prêt, c'est à toi. Ouais, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Donc Alexis Julien, compte exécutif chez GoFluent. Pour vous présenter en 2 mots GoFluent, on est une entreprise qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. On est spécialisé dans le B2B et vraiment orienté sur la formation et l'évaluation linguistique des collaborateurs d'une entreprise. L'ambition de GoFluent, c'est vraiment de vous accompagner dans la croissance tout d'abord de l'entreprise, dans vos process de recrutement justement, sur vos projets qui peuvent être d'internationalisation ou digitalisation de la formation, via notamment justement l'évaluation, monter en compétences en langue. Pour ça, on se base sur 3 piliers qui vont être la technologie, le contenu et l'accompagnement humain. La technologie, justement, Eric, une belle transition pour te donner la main, puisqu'on a la capacité de s'intégrer aux différents acteurs LMS du marché, et notamment Cross Knowledge, avec qui, justement, nous sommes en partenariat auprès d'EPSA. Merci Alexis. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi c'est Eric et pour ceux qui nous découvrent, en fait Cross Knowledge, nous on est en support des directions générales et des directions opérationnelles pour développer les compétences de tous les collaborateurs afin d'aider ces directions à atteindre leurs objectifs stratégiques. En cela, en fait, nos expertises se concentrent sur la construction de programmes pédagogiques à fort impact, d'académies métiers, et aussi des universités d'entreprise et vous le verrez, le webinaire d'aujourd'hui est la parfaite illustration de ce savoir-faire. Et Cross Knowledge, en fait, il y a 2 promesses. La première, c'est côté organisation, d'apporter des réponses très concrètes aux 2 grands challenges qu'elle rencontre et que vous rencontrez très certainement, c'est de savoir l'engagement sur la durée des collaborateurs dans leur propre développement et l'impact business ou le ROI de chaque programme déployé en essayant de positionner et de renforcer vos départements talents comme des business partners internes. Et puis la promesse côté apprenant, c'est d'amener une dynamique qui le fait passer d'une posture passive qu'on a tous connu à un moment donné en réaction à des formations prescrites, vers une posture très active, très contributive et dans lequel cet apprenant va de lui-même progressivement et durablement prendre des initiatives pour se développer au-delà de ce qu'on lui demande via des contenus sur étagère par exemple. Et de fait, la combinaison de ces 2 promesses, c'est d'amener nos clients pas à pas vers un modèle d'entreprise apprenante. Cédric, c'est à toi. Merci Céline, merci Alexis, merci Eric, et puis merci à toutes et à tous. Alors effectivement, finalement, nous on est le résultant de la collaboration Cross Knowledge et GoFluent qui sont venus répondre à un enjeu dont on aura l'occasion de discuter sur sur ce webinaire. Alors effectivement, je suis directeur de l'engagement d'un groupe qui s'appelle EPSA. Je détaille le groupe juste après, mais directeur de l'engagement, c'est peut-être pas un titre que vous avez l'habitude toutes et tous de voir en tout cas. On a fait un pari chez EPSA avant que je le présente, qui est de se dire, finalement, on est une boîte en pleine croissance et une boîte de conseil, et il faut qu'on trouve un dénominateur commun pour soutenir la performance de nos collaborateurs. Donc, on a décidé finalement de centraliser toutes les fonctions qui sont liées à la performance des collaborateurs dans une seule et même direction. Aujourd'hui, la manière dont est structurée les fonctions corporate du groupe, c'est très simple. J'ai ma DSI, j'ai mon service DAF Legal, j'ai mon service marketing, et puis tout le reste, donc aussi bien mes RH que la RSE, que la qualité de travail, que l'innovation, que le développement RH, que le management, le leadership, la formation, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, sont intégrés dans une seule et même dimension, qui est donc la direction d'engagement. Et tout ça dans un groupe, donc le groupe EPSA, qui est un groupe qui a une trajectoire un peu singulière. On est un cabinet de conseil, alors on fait tout en grosso modo, sauf de la stratégie. On a aujourd'hui la capacité, entre guillemets, de venir contribuer à l'amélioration de tous les centres de coûts d'une entreprise client, aussi bien sur sa capacité d'achat que sur sa capacité de financement, que sur sa capacité d'optimiser des charges fiscales, sociales, sur sa transformation digitale, RH, bref. On a une complémentarité d'expertise qui s'est construite d'année en année, mais qui s'est accélérée depuis 5 ans. Le groupe, fondé en 2022, reste jusqu'en 2015, grosso modo, enfin 2015-2016, un groupe qui fait du conseil en achat, plutôt indirect, et qui grandit. C'est une PME qui fait une centaine de personnes. 2015-2020, c'est en train de s'accélérer véritablement, puisqu'on se dit finalement on peut venir optimiser d'autres centres de coûts que les achats. Et 2019, on commence à accélérer considérablement. C'est l'évolution du chiffre d'affaires que vous pouvez voir, où finalement on passe de 2019, enfin plutôt même 2015, on est 250 personnes.
Aujourd'hui, 1550, alors on est même plus que ça depuis 15 jours et de nouvelles acquisitions. On a fait 3 levées de fonds, on a levé de la dette, c'est plus de 25 entités juridiques qui nous ont rejoints sur les 3 dernières années. Donc, une dimension qui est venue s'accélérer en termes de performance, avec finalement un sujet qui était au cœur de nos préoccupations, même 2 sujets. Le premier qui est comment est-ce qu'on arrive à créer un sentiment d'appartenance, puisque vous l'aurez compris, c'est à la fois la croissance externe et la croissance organique. Et puis, comment on crée effectivement une transposition de ce qu'on sait faire en France, puisqu'on était un groupe franco-français, hein, encore 100% de l'activité il y a 3 ans était véritablement sur la France. Comment on passe à l'international avec des acquisitions et avec l'ouverture à des nouveaux marchés. C'est parfait, une très belle croissance effectivement. Mais cette hyper-croissance, autour de quel élément fédérateur vous l'avez construit? On a eu cette conclusion en fin 2019, début 2020, quand on a eu déjà un peu plus d'une quinzaine d'entreprises qui nous ont rejoints, françaises et européennes dans un premier temps. Parce que vous l'avez vu, la présence est majoritairement européenne. On s'est posé la question, on s'est dit finalement, qu'est-ce qui peut rassembler des entreprises qui n'ont pas la même culture d'entreprise, qui n'ont pas le même métier, puisque historiquement, on faisait des achats, mais après, on a fait du financement d'innovation, on a fait la transformation, l'optimisation de charges fiscales et sociales. Enfin bref, finalement, des expertises complémentaires, mais dans le fond, qui ne se ressemblent pas forcément, à part d'être au service de nos clients pour leur apporter une performance plus durable. Donc, on s'est réuni le top 15 du groupe en se disant qu'est-ce qui nous rejoint, en fait, où on se retrouve. Bon, la conclusion, c'était qu'on s'est dit, à part l'aventure entrepreneuriale et la complémentarité des clients, nos collaborateurs, on ne sait pas, il faut leur poser la question, il faut travailler là-dessus. Donc, on a décidé de se donner une boussole complémentaire à celle donc on est une entreprise sous LBO, donc vous imaginez bien que le driver financier est omniprésent, mais on a décidé de mettre une boussole en 2019-2020 qui était une boussole complémentaire à nos décisions, y compris sur notre capacité d'intégration et développement de notre capital humain. C'est notre première richesse, sans notre capital humain. Il se passe rien. On est une entreprise de service, une entreprise de conseil, une entreprise d'hommes et de femmes. Donc, on peut pas être remplacé par des machines, même si, effectivement, il y a des outils qui pourraient le prétendre, mais je pense qu'ils sont plutôt là pour développer ou être complémentaires à notre capacité. Mais en tout cas, on s'est dit, voilà, on veut avoir un driver qui est, et c'est cette raison d'être qu'on a écrit, et souvent, on a l'habitude de voir des raisons d'être qui sont très tournées à l'externe. Là, c'est une raison d'être qui est très, très tournée à l'interne, qui est très interne, qui est même très RH d'ailleurs, et RH durable. Et comment est-ce qu'on fait d'EPSA un tremplin? Comment est-ce qu'on fait d'EPSA finalement une école? Il y a des métiers singuliers, des champs d'opportunités qui sont véritablement divers et variés, puisqu'aujourd'hui, on a une trentaine de boîtes qui sont dans le groupe, avec 2 piliers, 2 principes, épanouissement perso et accomplissement professionnel. On sait, on est dans une entreprise de conseil, donc le taux de turnover est important, on l'assume, et on décide de se dire, il faut qu'on avance là-dessus et qu'on ait une capacité de faire grandir notre capital humain, dans un contexte qui est double, internationalisation, digitalisation. On sort du Covid quand on est en plein dans le Covid en 2020 et 2021 et on se dit le contexte de croissance et d'hypercroissance va passer par ces 2 piliers-là en soutien de notre raison d'être. L'internationalisation, évidemment, l'ouverture à des nouveaux marchés, les marchés émergents sur les produits, notamment taxes et innovation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça passait un relais de croissance, notamment sur quelques expertises chez nous, puisque les marchés français parfois sont saturés. Et puis la digitalisation. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que finalement, comment on rentre dans une culture digitale, dans une boîte qui finalement était une PME il y a encore quelques années, qui n'a pas une culture apprenante ou une culture digitale, et de réussir à s'équiper pour connecter tout le monde entre eux. Et à l'époque, et encore aujourd'hui, et avec la stratégie RSE qu'on a mis en place, les déplacements physiques sont très limités. Donc, on est obligé de passer par du digital, déjà pour nous, et ensuite pour le retranscrire chez nos clients. Et concrètement, quel est l'impact sur vos collaborateurs et comment vous pilotez votre capital humain? Ouais. On a décidé d'avoir une vision très claire. Donc, vous l'aurez compris, on n'a pas de DRH groupe. Tout est dans ma direction, ce qui permet finalement de désiloter complètement les sujets. On ne vient pas se battre, entre guillemets, sur les sujets de RSE, de formation, de leadership, de management, d'innovation. Chacun ne vient pas défendre chaque année auprès du COMEX son budget. J'ai un budget global, commun, sur lequel on me dit, voilà, amplifie ton capital humain.
en perspective d'atteindre l'ambition de la raison d'être. Et donc, on a décidé finalement d'avoir une vision qui était assez claire, travailler sur la question de l'attraction, donc comment est-ce que la marque employeur, qui est aussi dans la direction de l'engagement, comment est-ce qu'on travaille là-dessus et comment comment est-ce qu'on arrive à avoir une capacité de rétention des talents, puisqu'on a un taux de turnover qui est important, mais qu'on subit aussi, même si on est une entreprise de conseil, on est très pyramidal, mais effectivement, on le subit aussi. Et comment tout ça se définit dans une logique de business partner, parce qu'on est une boîte en hyper croissance, parce qu'on augmente notre chiffre d'affaires et notre marge au quotidien, et qu'on est une boîte sous LBO, encore une fois, donc on est avec une boussole financière qui est présente. Donc la vision talent, c'était celle-ci, avec une ligne de conduite qui est comment on arrive à répondre finalement aux enjeux aujourd'hui des collaborateurs ou des jeunes qui nous rejoignent, moyenne d'âge 32 ans, donc assez jeune. Et effectivement, la capacité d'être un tremplin, donc une école, c'est notre raison d'être, et d'être en corrélation avec nos objectifs d'attractivité et de rétention des talents, une solution digitale pour permettre aux collaborateurs d'être plus employables, c'est pile le sujet d'aujourd'hui. On s'est dit, il faut qu'on arrive à s'équiper, il faut qu'on arrive à s'armer, il faut qu'on arrive à avoir une logique de déploiement d'un campus digital qui permette à l'ensemble des collaborateurs du groupe, qu'ils soient en France et à l'international, qu'ils soient sur les métiers de l'achat, des textes, de l'innovation, de la transfo, d'avoir un dénominateur commun qui est cette capacité à se former et à se transformer au quotidien. Je vais aussi rebondir, Cédric, sur ce que tu dis sur cette notion de business partner, parce que c'est aussi ce qui a fait qu'à un moment donné, on a eu ce mariage. Et c'est ce que fait CrossKnowledge, c'est qu'on essaye, nous, de déplacer les départements de formation de plus en plus dans les COMEX, parce que c'est très important, parce que plus tôt ces stratégies sont connues, ou les stratégies d'entreprise sont connues, plus tôt ce qui en découle en termes de programme de formation vient supporter cette stratégie, ce qui donne au département finalement une légitimité accrue. Et cette dimension de business partner interne prend tout son sens. Et effectivement, ce que sous-tend ce point, c'est bien la capacité de créer des programmes en temps réel sur ces orientations stratégiques et sur vos orientations stratégiques pour facilement former, reskiller, upskiller les collaborateurs et permettre à EPSA et plus généralement aux entreprises qui ont cette agilité de devenir beaucoup plus agiles, résilientes et performantes. Mais c'est un point important, Cédric. Et tu as raison. Et en fait, si on remet dans le contexte de pourquoi finalement on s'est rencontrés et pourquoi on a travaillé ensemble. Le groupe EPSA aujourd'hui, vous l'aurez compris, fait 1600 personnes, mais ma plus grosse boîte, elle fait 250 personnes. Donc j'ai une constellation de TPE, PME qui aujourd'hui, pris individuellement, ne pourrait pas s'équiper sur un campus digital, en tout cas sur un programme de digital learning puissant, sur les langues ou sur autre chose. Le fait d'être dans un groupe et d'avoir un programme corpo comme celui-ci, et tu as raison Eric, d'avoir replacé finalement le sujet de la formation, pas de manière très délocalisée dans les entités, mais le porter au niveau groupe, parce que c'est notre raison d'être, parce que c'est une question de marque employeur, mais de business en fait, pur, de performance, en lien avec ce qu'on veut pour nos collaborateurs en tant que directeur. La logique était effectivement de venir s'équiper sur une plateforme, un outil qui a cette capacité d'être, je parlais tout à l'heure potentiellement des outils qui pourraient remplacer les hommes dans notre travail. Aujourd'hui, c'est d'avoir une plateforme qui vient amplifier la performance du collaborateur. Et ça, c'est un enjeu, je trouve aujourd'hui, avec les nouvelles générations, avec les enjeux business et avec finalement l'internationalisation des marchés, de certains marchés de niche, notamment sur les parties conseils, ça devient prépondérant et même presque une question de survie que d'aller s'équiper sur ces questions-là. Alors, c'est un investissement, mais on en parlera tout à l'heure. Il y a un ROI qui est très facile à calculer et dont on retombe très, très facilement sur ses pattes et rapidement. Et concrètement, qu'avez-vous donc mis en place pour les notions de knowledge, connaissance et learning et apprentissage? On a voulu, en fait, non, on a pensé des choses et puis on est allé voir CrossKnowledge qui nous a permis de remettre tout ça dans une logique. Bon, nous on est venu avec un cahier de doléances, avec une mentalité d'entrepreneur et de boîte et d'entreprise, de groupe qui ne savait absolument pas ce que c'était qu'une entreprise apprenante. Et on est allé voir quelques partenaires potentiels. Et on a closé, on a signé avec CrossKnowledge puisque effectivement c'était eux qui avaient une capacité d'accueil et de transformation de notre entreprise qui était la plus puissante, ou en tout cas la plus transparente et la plus et qui s'est vérifiée après et qui est la plus pertinente. Donc
On a créé finalement ensemble, CrossKnowledge et EPSA, une capacité de donner à nos collaborateurs un accès H24. Et en grosso modo, quand ils le veulent, alors je vais pas dire 7 jours sur 7 parce que s'il y a des collaborateurs qui m'écoutent, faut peut-être pas qu'ils utilisent la plateforme le dimanche et le samedi. Ça va me faire taper sur les doigts, mais grosso modo, qu'ils puissent de manière mobile et quand ils le souhaitent, avoir accès à 2 choses. La partie knowledge, et ça c'est le plus important, enfin c'est pas le plus important, mais c'était vraiment prédominant chez nous pour une question très simple qui est, encore une fois, on est une entreprise de conseil avec une multiplicité des expertises, donc on a besoin véritablement de capitaliser sur la connaissance de chacun, et ça, faut juste le centraliser. Le juste, il paraît être simple à dire, mais il est compliqué à opérer. Et le faire tout seul, on aurait peut-être fait un SharePoint comme beaucoup, et je suis pas sûr qu'on aurait réussi à faire des choses vraiment dynamiques. Avec l'appui de CrossKnowledge, on a pu arriver effectivement là-dessus. Et puis, la partie learning. Et la partie learning, elle était chez nous, c'était la brique manquante, mais c'était l'énorme brique manquante chez nous. C'est-à-dire que quand on a aujourd'hui une perspective de développement de croissance, que ce soit qu'on soit sous LBO ou pas, qu'on souhaite faire 3% de croissance ou 15, peu importe, la capacité d'aller offrir à ses collaborateurs en fait du learning pur et notamment sur des sujets qui sont les soft skills, parce que les expertises métiers c'est peut-être très précis, mais en tout cas sur les soft skills et notamment quand on est sur une capacité à s'internationaliser, la maîtrise des langues, elle devient prédominante. En plus, on est en France, donc on sait très bien que on n'est pas les meilleurs dans la maîtrise des langues. Il y a peut-être plein de choses à revoir avant qu'on arrive en entreprise pour pouvoir parler, en tout cas avoir un niveau d'anglais qui soit cohérent. Mais on a eu ce phénomène chez nous qui était de dire on veut une croissance, ça va passer par l'international. Ouais, mais on n'est que des entrepreneurs français. Et sur un marché français. Donc, on fait comment? On fait comment? Donc, il y avait la capacité de générer de la croissance. Donc ça, c'était le premier point qui était de se dire, si on veut de la croissance, il faut qu'on aille à l'international et donc ça passe par la maîtrise des langues. Bah ouais, mais quand il faut former 800 ou 1000 personnes, ben, techniquement, une plateforme digitale avec un partenaire adossé, un, ça coûte moins cher, deux, c'est plus rapide. Donc, on était en plein dedans. Deuxième point, qui est effectivement la notion de performance. Au-delà que ce soit notre baseline performance durable, en tout cas créateur et producteur de performance durable, la performance de l'entreprise, si on veut demain réussir à proposer à nos clients une capacité de dire, et notamment des groupes émergents et qui, comme nous, vont aussi à l'international, bah, quand un client nous dit « merci sur ce que vous avez fait en France, mais j'aimerais le faire sur ma filiale aux Pays-Bas, j'aimerais le faire aux US, j'aimerais le faire au Brésil ou en Australie bah, on a un peu du mal à répondre non parce qu'on ne sait pas maîtriser la langue quand même. Donc le niveau de performance, il devient entaché quand on n'a pas une capacité dans ses équipes d'avoir une capacité juste de communication en fait, purement et simplement, c'est aussi basique que ça, en anglais notamment, mais aussi en d'autres langues, pour avoir une capacité de transparence et de réussir à transposer les business. Donc de croissance pour se développer dans les nouveaux pays, de performance pour se parler entre nous, répondre à des clients, et dans d'employabilité. On le sait aujourd'hui avec la question de la guerre des talents, il y a une complexité aujourd'hui d'être attractif sur le marché. Et EPSA, c'est pas une marque. Je pense que la grande majorité d'entre vous, quand vous avez vu qu'il y avait EPSA en webinaire, je pense que personne ne savait qui était EPSA. Mais donc, on n'est pas une marque en tant que telle attractive de notoriété. Mais une fois qu'on a réussi à capter les talents, bah, en fait, si on n'a aucune proposition de valeur pour eux, si on leur dit pas on vous donne les capacités et le groupe investit de l'argent et du temps sur votre capacité à être plus employable, ils s'en vont. Et c'est là où je parlais de ROI tout à l'heure. Très simple. On a mesuré chez nous, mais c'est une moyenne à peu près dans les boîtes de conseil, en tout cas de notre taille, mais de manière générale sur les métiers de service qui peuvent se retrouver. Un collaborateur qui part au bout de 3 ans, donc quasiment au bout d'un cycle, ça correspond entre 35 000 et 45 000 pour un cadre. 35 000 euros. C'est ce qu'on appelle des coûts cachés. Donc, c'est pas des coûts qu'on voit dans la trésor. Le calcul est assez complexe, mais en tout cas, c'est le fait que la personne parte, qu'il y ait eu l'investissement sur elle, qui aujourd'hui ne soit plus amorti, puis ensuite c'est le temps des RH pour reformer, c'est la perte de performance. C'est plein de... Et quand on fait 35 ou 40 000 euros, si je coupe en deux, qu'on multiplie par le taux de turnover qu'on a, ça représente beaucoup d'argent. C'est des lignes d'investissement du coup qui partent de chez nous et qu'on peut pas mettre ailleurs. Et quand on fait le pari de se dire,
on est en capacité d'avoir de générer de la croissance, de la performance et de rendre nos collaborateurs plus employables, donc qui restent chez nous, et en plus, ils sont plus performants, et donc ça génère chez nous de la croissance. Et bien, finalement, d'investir dans un outil qui coûte quelques dizaines ou qui coûte des montants à 6 chiffres, en fait, le calcul, il est très simple. On arrive sur un ROI positif pour l'entreprise très rapidement, parce que derrière, on a été en capacité d'aller mesurer et demander à nos collaborateurs quels étaient leurs besoins prioritaires au sein du groupe. Et il y a 2 ans, c'était la formation. Aujourd'hui, on voit que tous les scores chez qui on a déployé EPSA Campus, puisqu'on le fait progressivement, ont considérablement augmenté. Et ils nous disent, ça fait partie des choses pour lesquelles je reste. Donc, quand on prend les personnes qui ont dépassé 3 ans d'existence chez nous et qui nous disent la formation contribue à ce que je reste, on prend le nombre de répondants, qu'on multiplie par le coût caché et finalement qu'on amortit par l'investissement qu'on a pu faire avec GoFluent et CrossKnowledge, et on est sur un ROI positif. Donc, mon DAF me dit, voilà, c'est des charges. Effectivement, c'est des charges, parce que ça sort de la trésor, donc c'est de l'argent qui sort, mais c'est de l'investissement sur le capital humain avec une renta en coût caché, en tout cas, qu'on diminue, et on le voit puisqu'on arrive à le monitorer chaque année. Donc, la plateforme digitale avec la maîtrise linguistique, elle était aujourd'hui fédérateur au niveau du groupe, elle est génératrice de performance, une performance business, et surtout, elle a une dimension qui dépasse l'individu, qui est une trajectoire de groupe qui va sur une perspective de croissance, notamment à l'international. Non, je pense que Cédric, là, tu as parfaitement souligné justement tout ce qui est rétention des talents via une offre large, mais c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant pour les nouveaux arrivants dans l'entreprise. Justement, tu parlais de croissance à l'international. Sur quelle zone spécifiquement vous vous développez? Tu as parlé de l'anglais comme langue commune, mais il y a forcément aussi d'autres langues. Je sais que vous êtes présent en Espagne, en Italie et ainsi de suite. Quelles sont les zones majeures justement où vous vous déployez aussi actuellement? Pour le moment, on est principalement en Europe, donc tu as raison, hein, l'Europe du Sud avec l'Italie et l'Espagne et une très forte croissance sur ces pays-là, puisque notamment on a surfé sur des dispositifs, sûrement sur la partie taxe et innovation avec le plan de relance suite au Covid. Donc on est venu faciliter les entreprises à obtenir des financements. Donc effectivement, il y a ce pays-là. Il y a toute la partie Benelux et effectivement Allemagne, sur lequel l'Allemagne représente notre 2e plus gros pays, grosso modo, et ensuite la Belgique. Donc il y a vraiment une tendance germanophone chez nous qui devient de plus en plus importante. Et puis on commence à se développer aux US, puisqu'aujourd'hui on a un bureau d'une vingtaine de collaborateurs. Donc ça génère plein de choses. Ça génère effectivement des besoins en recrutement dans plein de pays. Et donc aujourd'hui, quand on est une boîte qui se structure sur des fonctions recrutement, on a besoin, nous, de former à des recruteurs sur la maîtrise de la langue et sur la maîtrise des connaissances des métiers. Donc EPSA Campus y est rempli. Et puis surtout, on a cette capacité d'avoir une mobilité interne. Une mobilité soit géographique, parce qu'aujourd'hui, un collaborateur peut rester dans son métier, mais finalement envie de se dire, moi, pour une question de qualité de vie ou pour une question de parcours de carrière, j'ai envie de faire le même métier, mais de le faire en Espagne, en Italie ou aux US. Allons-y. Ou bien, c'est finalement de faire une mobilité interne, mais je suis un commercial et ce que je vends aujourd'hui, c'est de l'innovation, mais demain, je peux vendre des taxes, je peux vendre des achats, du procurement ou autre chose. Donc, on a ce programme-là, ce qui permet d'avoir, en fait, avec EPSA Campus, un accompagnement très fort sur cette promesse-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit à nos collaborateurs, quand ils arrivent chez nous, le programme d'onboarding, il est sur EPSA Campus, ça permet de maîtriser l'intégralité de ce qui se passe. Il y a du contenu, des formations obligatoires. Le test en anglais est obligatoire pour les collaborateurs qui arrivent. Ça nous permet, nous, de savoir en fait où se situe et derrière de proposer ou pas, suivant les missions et les métiers et son parcours de carrière, qu'on puisse le personnaliser, notamment sur la question des langues. Donc, il y a de l'accompagnement qui est fait sur la mobilité interne, sur les personnes qui sont déjà présentes. On est en plein dedans, on les accompagne à comprendre ce qui se passe dans le métier, on les accompagne à gérer, il y a des modules sur l'interculturalité, donc ça leur permet déjà de comprendre ce qui va se passer dans certains pays, la maîtrise de la langue, évidemment. Donc l'accompagnement, super fort, puisque que ce soit départ de la France ou arrivée en France, au moins tout le monde a la même promesse. La marque employeur, on l'a dit, ça fait partie des éléments différenciants. On sait qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, elle est adepte, en tout cas, elle a une forte adhésion à la mission et au projet de l'entreprise, pas à l'entreprise en tant que telle. La marque EPSA n'est pas une marque qui va faire retenir les collaborateurs. Ce qu'on va leur proposer en interne chez nos clients et la capacité de les aider sur tout ce qui est qualité de vie au travail, employabilité, etc. Là-dessus, on va faire des différences. Donc, la marque employeur. Et puis l'égalité des chances, et ça c'est un truc qui est ultra important et je l'ai pas précisé, mais mon premier métier c'était d'être directeur RSE avant qu'on ouvre cette hyper direction d'engagement, et c'était une volonté du groupe de dire
tous les sujets de performance humaine, on les met sous le prisme en fait d'une direction RSE qu'on a explosé et qu'on a mis en tant que direction d'engagement. Et donc l'égalité chance, c'est-à-dire que c'est appliqué à tout le monde dans le groupe, peu importe son niveau de juniorité, de seniorité, d'ancienneté, peu importe son pays, peu importe son métier, on donne une égalité d'employabilité à tout le monde. C'est-à-dire que c'est un programme corpo que je déploie dans toutes les entités du groupe. La roadmap est sur plusieurs années, mais on déploie ça à tout le monde, y compris les nouvelles acquisitions qui arrivent. Donc, c'est fait de manière assez rapide et on accélère encore plus cette année, notamment sur l'international, parce qu'on a terminé de déployer la France. Et donc, on donne aujourd'hui une égalité finalement à l'ensemble des 1600, 1700, entre le début et la fin, on a dû prendre 100 personnes entre-temps, mais voilà, des 1700 collaborateurs, d'avoir une égalité des chances sur leur niveau de performance, sur le travail, et surtout, et je termine là-dessus, d'avoir une capacité finalement d'être en avance, enfin en tout cas d'être dans le train, voire parfois même en avance de la croissance et de la performance du groupe. On connaît tous ce que c'est qu'une boîte de conseil, on sait que ça va très vite, avec de la pression, parfois qui est un peu une machine de guerre, entre guillemets. Et donc, on essaye effectivement de donner tous les bons outils pour que les personnes se sentent en totale autonomie, avec une marge de manœuvre, un droit à l'erreur, mais d'avoir une capacité derrière de rebondir et donc de s'inscrire dans cette aventure. Et c'est toute la beauté de ce projet, si je peux me permettre, le fait de pouvoir toucher tout le monde. Il n'y a pas que les managers, ça touche tous vos collaborateurs. Ça touche tout le monde, tu as entièrement raison. Que ce soit sur la mobilité ou sur le recrutement, tout le monde y passe. Parfait. On a reçu quelques questions. N'hésitez pas à les poser si vous en avez d'autres dans la partie questions et réponses. Donc, on va pouvoir maintenant passer à la session questions et réponses. Donc, une première question pour toi, j'imagine, Cédric. Comment a été fait le choix des deux partenaires? Tu l'as mentionné un peu au début, mais est-ce que tu veux redire un petit mot? Très simple, c'est que nous, notre besoin premier, c'était d'avoir une plateforme pour héberger du contenu avec une technique d'apprentissage particulière. Donc, il y a plein d'acteurs sur le marché et nous, on avait besoin d'un acteur qui soit capable de nous comprendre, de comprendre le contexte, de nous accompagner, d'être à côté de nous et surtout d'être à côté de nous dans le temps et dans le temps sur la technologie et sur la proposition de valeur et sur le contenu. Donc, le fond, la forme. On l'a pas trouvé chez tout le monde, quoi. On l'a plutôt trouvé chez Cross Knowledge. Et j'ai envie de dire qu'en fait, c'est pas EPSA et Cross Knowledge qui l'ont signé, c'est une aventure de personnes qui sont mis autour de la table et on s'est dit, moi j'ai ce besoin, moi je sais faire ça, et puis on a vu que ça a coïncidé. Donc en fait, je dis pas que c'est Eric et Cédric qui ont closé, mais grosso modo, c'est si sur des sujets humains, on pense que à la structure et qu'on pense pas déjà à ceux qui vont travailler ensemble. Donc le feeling est passé, on s'est compris sur les charges et sur la solution, donc on a avancé ensemble. Et sur GoFluent, et c'était pour ça que c'était ultra simple pour une boîte comme nous. Et encore une fois, moi, j'ai pas de responsable formation et j'ai jamais déployé de projets digitaux de cette ampleur-là. Donc, on était aussi dans une démarche apprenante. Cross Knowledge nous dit, sur certains sujets, notamment sur celui d'élan qui était prioritaire et qui est prioritaire pour nous, on a un partenaire de confiance dans la durée qui s'appelle GoFluent, qu'on est capable d'intégrer sur la plateforme. Donc, il y a une solution clé en main que propose Cross Knowledge avec une capacité derrière d'interaction avec GoFluent en direct. C'est pas la première fois qu'on se parle avec Alexis. Donc, on se découvre pas aujourd'hui. Donc, même si c'est intégré par Cross Knowledge, il y a cette capacité-là finalement à être dans une relation partenariale qui est fluide, rapide et pour une boîte de notre taille, sans département strictement cadré sur le digital ou sur le learning, peu importe qui prenait le lead, il y a une capacité, une souplesse, une simplicité, une sérénité de passer avec un partenaire comme Cross Knowledge qui intègre GoFluent. Et je crois que il n'y a pas de regret sur le choix, mais il y a tellement une fluidité qu'aujourd'hui, on pense que c'est pas notre prestataire, mais c'est plutôt notre partenaire. Parfait. Je vois le temps qui file. Je vais sélectionner encore 2 questions pour finir dans les temps, enfin, avec 5 minutes en plus, si vous le permettez. Encore une question pour toi, Cédric. Est-ce que vous avez eu un retour du terrain par rapport à votre approche sur l'accompagnement et la croissance? Alors là, clairement, il y a eu un sujet qui était très simple, hein, c'est qu'on n'était pas dans une entreprise apprenante.
Donc, c'est le premier sujet. Donc, effectivement, on est venu mesurer nous très rapidement parce que c'était une nécessité de comprendre et de monitorer la réussite déjà du déploiement du programme. Et ensuite, la capacité, si sur le fond et sur la forme, on arrive à répondre correctement. Donc, on a pu très rapidement s'apercevoir que, en fait, c'est les stats, hein, c'est ce que permet CrossKnowledge et GoFluence, hein, de voir finalement la traction qu'il y a sur la plateforme, le taux d'utilisation. Et je vous donne un exemple très simple, puisque nous, c'est très révélateur. Avant qu'on déploie la plateforme, la moyenne de formation dans le groupe, alors plus ou moins le périmètre, donc faut faire attention à ce chiffre-là, mais c'était moins d'1 heure par collaborateur, grosso modo, sur la question des soft skills. Aujourd'hui, on est en moyenne, alors qu'on a déployé la première entité en septembre de l'année dernière, donc ça fait moins d'1 an. Aujourd'hui, sur toutes les entités qu'on a déployées, donc ça représente 600 et quelques personnes, 700 personnes, on est à 4h30 de consommation de contenu, de knowledge et learning. Donc, en fait, le meilleur retour terrain, c'est celui-ci, c'est celui du chiffre, qui est avant, après le déploiement de la solution, la consommation, et on s'aperçoit que finalement, même sans faire de la communication tous les jours, on a une vingtaine de collaborateurs par jour qui ont pris le réflexe différemment de venir consommer du contenu sur EPSA Campus. Donc, le meilleur ROI de déploiement, c'est le nombre de collaborateurs qui reviennent, qui vont jusqu'au bout des process de knowledge ou de learning, et qui finalement on passe de 1 heure à 4h30, donc le pari de l'employabilité est en train d'être gagné. Ça continue encore plus. Parfait. Et une dernière question qu'on n'a pas beaucoup abordée. Il y a alors, la question, c'est concernant le recrutement externe, comment évaluez-vous efficacement le niveau des talents? On a un outil principal qui, en fait, on mesure le niveau d'engagement et le niveau de recommandation. Enfin, en fait, grosso modo, il y a une petite dizaine de questions qu'on pose à l'ensemble de nos collaborateurs qui arrivent dans le groupe le jour J. Donc, ça nous permet de mesurer, c'est un scoring entre 1 et 10. On sait à quel niveau en moyenne ils se situent. Et puis ensuite, on les suit en fait sur les 18 premiers mois, on les suit sur les 3 ans, puis on les suit même sur les 200 premiers mois du groupe. Et là, on regarde effectivement le niveau de performance, le niveau d'adhésion, une fois qu'ils sont entrés dedans, puisque il y a une vraie dangerosité, entre guillemets, hein, d'avoir une marque employeur très forte, et puis au moment d'intégrer le groupe, donc dans le process de recrutement, c'est top, mais au moment d'intégrer le groupe, bah, si la promesse elle est pas délivrée, on est sur un niveau de performance qui diminue. Donc toutes les boîtes ont effectivement ce niveau de yo-yo là, mais nous on essaye de le corriger au maximum. Donc d'avoir une capacité de gérer, détecter les talents, on le fait par la marque employeur, et ensuite c'est de les maintenir à un niveau d'engagement et de promesse qu'on a vu pendant les entretiens. Et là on le fait en mesurant dès le début avec une dizaine de questions, dont la question de l'employabilité, dont la question de la formation. Et puis dernier point là-dessus, on a effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu le parcours d'onboarding, donc sur les 6 premiers mois, en grosso modo, durant la période d'essai et sur EPSA Campus, avec notamment cette capacité de faire un test en anglais aussi, c'est important pour nous, pour savoir à quel niveau il se situe. Et donc, on sait déjà qu'on est en train de le suivre, on est déjà en train d'engager, pas dans le groupe, mais dans sa carrière perso. Et ça, c'est un élément sur lequel on arrive à détecter si la personne s'inscrit dans la durée ou pas, et comment il veut développer ses talents, et donc quel pari d'investissement on va faire sur lui. Et si je peux juste rebondir là-dessus, tu es en train de créer aussi le même réflexe dans le parcours sur l'Académie des ventes. Puisqu'en fait, tu crées déjà les KPI en amont de la formation que tu souhaites mettre en place. Et d'ailleurs, la construction de cette Académie des ventes est directement l'idée et dirigée par la direction commerciale du groupe. C'est-à-dire qu'eux se fixent des objectifs à atteindre et en fonction de l'objectif à atteindre, se donnent la capacité pédagogique pour y arriver. Exactement. Et tout se traite de la même façon. C'est toute la transposition en fait entre la volonté du groupe et comment on l'articule sur des outils qui sont capables de nous générer, finalement la performance qu'on demande à nos collaborateurs. Donc la Sales Academy qu'on est en train de monter, ou demain même la Management Academy, parce qu'on a un sujet sur le management comme beaucoup d'entreprises, hein, comme on réinvente le management sur des boîtes qui sont en croissance et sur cette capacité finalement même à manager cette nouvelle génération. Et puis on est une plateforme d'entrepreneurs, donc les entrepreneurs sont pas des managers, enfin ça s'apprend. Et tout ça, effectivement, on part de nous, notre pied des charges, on se fait accompagner par CrossKnowledge et on arrive à mettre les bons acteurs autour de la table. Et c'est ça qui crée l'adhésion. C'est pas si évident de le faire. Ça demande du temps, mais en tout cas, c'est ce qui crée l'adhésion et donc de la performance. Et aujourd'hui, je pense que toutes les boîtes, elles cherchent de la performance humaine pour générer de la performance économique. C'est dans ce cas, dans ce sens-là que nous, on le voit. Et ça passe, je crois, vraiment, nous, on a fait le pari, on voit que ça marche par des outils et par des partenaires à nos côtés qui sont capables de nous comprendre et nous accompagner. Sinon, on va complètement se cracher si on reste tout seul.
Parfait. Alors, on Merci a beaucoup, reçu, Cédric. oui, on a reçu quelques autres questions. On va revenir vers vous. En tout cas, merci encore une fois pour toutes vos questions. Et donc, comme convenu, nous vous envoyons l'enregistrement pour voir et revoir notre webinaire et aussi le partager à vos collègues si vous le souhaitez. Et encore une fois, merci Cédric, merci Eric et merci Alexis. Merci à tout le monde. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.